savoir, ne pas savoir, c'est une forme de savoir. C'est pour ça, ne pas savoir ce que c'est que la conscience et de ne pas savoir comment prendre conscience des choses, c'est quand même de la méditation. On est toujours observateur, on est toujours spectateur quand on médite. On est obligé de voir l'illusion pour sortir de l'illusion. Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite la bienvenue aujourd'hui pour cette méditation. J'espère que vous allez tous bien en cette période de milieu d'hiver. Si parmi vous il y a des personnes qui sont nouvelles dans la pratique méditative, est-ce qu'il y a des personnes nouvelles qui n'ont jamais médité ici ? Alors, c'est vers vous que je vais tourner. Alors, sans rien savoir, vous rentrez, vous posez. Est-ce que vous posez des questions ? Comment je fais ? Je regarde à gauche, à droite, devant, et j'imite les autres. Alors, on peut imiter le corps physique, évidemment. On voit ce que les autres font physiquement, donc on va imiter. Mais on ne peut pas imiter ce qui se passe à l'intérieur. Donc on ne sait pas trop. À l'intérieur, comment est-ce qu'on doit conditionner notre pratique méditative ? Est-ce que c'est comme ça que vous avez expérimenté ? Oui. Et alors ? Et alors, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. De qui ? Des autres ou de vous-même ? Des deux. Alors, déjà, si vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur des autres et intérieurement chez vous, il y a déjà une forme de savoir. Savoir, ne pas savoir, c'est une forme de savoir. En fait, lorsque nous savons, nous ne sommes pas dans l'ignorance. Même si, derrière, il y a un point d'interrogation. Mais, comme on sait qu'il y a un point d'interrogation, on est quand même dans la méditation. Donc c'est ça qui est intéressant quand nous pratiquons la méditation. C'est pas chercher à savoir ce qui se cache derrière, c'est de savoir que nous, on ne le sait pas. Et quand vous méditez dans ce sens, eh bien, sans savoir méditer, vous savez que vous méditez. Alors ça, c'est une forme de manière, tout simplement, d'expliquer ce que c'est que la méditation. Nous voulons toujours comprendre intellectuellement ce que c'est avant de commencer à expérimenter. C'est la plupart d'entre nous fonctionnons comme ça. Mais si on ne sait pas intellectuellement ce que c'est et qu'on commence à le faire, et on sait que ça peut être gênant pour nous, c'est qu'on est vraiment dans la méditation. Parce qu'on sait que c'est gênant. C'est pour ça, ne pas savoir ce que c'est que la conscience et de ne pas savoir comment prendre conscience des choses, c'est quand même de la méditation. Et d'un côté, c'est simple, parce que le moment où on sait, on est dedans. C'est lorsque vous ne savez pas que vous êtes dehors de la pratique. Donc maintenant que vous savez que vous méditez sans savoir ce que c'est, on va réellement méditer maintenant dans la vraie posture. C'est la posture du Bouddha que vous avez derrière moi, enfin que vous voyez, hein, il se trouve derrière moi. Dans cette posture du Vajra, avec la colonne vertébrale, le cou, la tête,
dans le même prolongement. Et dès que je dis la colonne vertébrale, le cou et la tête, tout le monde se repositionne. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on n'a pas la posture, naturellement. D'accord ? Il faut une assise qui soit stable. C'est pour ça qu'on a besoin d'une posture physique. Et cette assise stable, c'est ce que le Bouddha avait enseigné. C'est cette symétrie qu'on va mettre en place dans notre posture physique en évitant de ne pas perdre de l'énergie. Parce que si on se met dans une posture où on perd de l'énergie, on va vite se fatiguer. Donc il faut une posture qui va nous maintenir dans un état d'équilibre symétrique physiquement, où on ne sent pas la perte de l'énergie. On ne pourrait pas éviter une perte d'énergie au niveau de votre mental, parce que vous allez sans arrêt penser, réfléchir. Le mental va être en mouvement, en continu. Donc forcément, il va prendre de l'énergie. Mais on va le laisser prendre. Mais vous allez essayer d'avoir une posture physique qui va vous permettre de maintenir l'énergie physiquement. C'est pour ça qu'on a ce mudra des mains, qu'on appelle le mudra de l'équanimité, la main droite posée sur la main gauche, avec les pouces qui se touchent à peine, pour canaliser l'énergie, pour que l'énergie puisse rester dans le corps. Je sais que ceux qui font du yoga, vous avez la posture du lotus, où les mains s'ouvrent. Ici, on n'est pas dans la posture du lotus, on est dans la posture du vajra, une posture qui tranche, qui bloque, qui protège l'énergie. Donc on se met dans cette posture. Les yeux mi-clos. Donc, essayez de regarder à 45 degrés au niveau du sol sans baisser la tête pour maintenir la conscience visuelle ouverte. La conscience auditive aussi, elle va rester naturellement ouverte. Olfactive, gustative, tactile et mentale. Donc toutes ces consciences restent ouvertes dans la posture. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez, ce que vous goûtez, ce que vous touchez, ce que vous pensez, tous ces éléments font partie d'une expérience de phénomènes qui vont arriver vers vous. Vous êtes comme un poteau à ce moment-là pour accueillir, accepter et laisser ces phénomènes vous traverser sans réagir, sans poser de conditions, sans générer d'histoire. N'attendez pas que le bruit s'arrête, n'attendez rien, laissez les phénomènes vivre, tels qu'ils arrivent, tels qu'ils repartent. Un peu, forcément, quand on n'a pas l'habitude, des articulations qui se disent oui, aïe, aïe, aïe. Vous pouvez vous masser, vous pouvez changer de posture, ce qui est normal. Ne dites pas que c'est pas normal, que chez moi ça se passe comme ça. Tout ça, c'est complètement logique. C'est pour ça qu'il faut bouger, il faut se masser. On n'a pas l'habitude d'avoir cette posture longtemps. Alors, peut-être que les énergies ne circulent pas quand on est dans cette posture, qui est plus souvent liée à des blocages. Donc on apprend à s'assouplir,
Méditer, c'est aussi apprendre à assouplir le mental. C'est pour ça qu'on essaye de lâcher. Ce qui arrive, on lâche, on assouplit les choses, beaucoup moins de rigidité. Or là, on pourrait dire que le corps, il encaisse. Mais bon, ça fait partie aussi du processus d'assouplissement du corps. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester. Parfois, on veut résister, il ne faut pas résister. Résister, ça augmente la rigidité du corps. Donc, quand vous voyez que vous ne supportez plus, vous changez de posture pour pouvoir petit à petit arriver à maintenir une posture qui est juste. Quand vous pratiquez la méditation, comment vous pouvez voir et vous rendre compte que là, vous avancez plus? Comment vous pouvez savoir ça? Ça, c'est important. Celui qui fait toujours le même travail et qui évolue pas dans son travail, comment il peut se rendre compte qu'il s'est stagné? Quand on reste dans nos habitudes. Quand vous prenez des habitudes de pratique, et ça c'est peut-être difficile à déceler, à identifier. Quand vous pratiquez et que vous êtes toujours dans un confort, posez-vous la question: est-ce que j'avance encore? Ça c'est important. Or, c'est pour ça que quand vous vous lancez dans une pratique soi-disant qui vous emmène vers le bien-être, est-ce que quand vous touchez le bien-être, vous êtes devenu un Bouddha? Ouais. Et il faut se le dire. Parce que les habitudes, ce sont des habitudes qu'on aime, nous, dans nos propres pratiques au quotidien, sont des habitudes qui sont en accord avec ce qu'on aime. Quand vous êtes dans ces types d'habitudes, vous êtes prisonnier de ça. Vous êtes prisonnier de vos propres désirs sur vos habitudes. Et c'est là où vous restez coincé, c'est là où vous stagnez. Il n'y a plus d'évolution. Il y en a qui testent son endurance de pratique, de patience par exemple. Quand vous pratiquez la méditation, c'est aussi une forme de patience. Au début, on se pose 10 minutes, on trouve long. Après, ça devient une corvée. C'est plus une pratique, mais c'est un travail. Quand c'est un travail, c'est pas plaisant. Donc quand vous voyez ça, c'est que la méditation est un travail intérieur que vous mettez en place. Donc c'est pour ça que la patience, elle est aussi de pair avec la méditation. Donc quand on médite, on n'est pas réglé avec notre montre. Oui. Faut-il changer de lieu pour remettre en question le mental dans la méditation? Alors, si on s'attache à un lieu qu'on pratique, on s'attache à un lieu, c'est possible qu'on s'attache à un lieu parce que le lieu nous parle, parce que le lieu est gorgé de bonnes énergies, avec de bonnes rencontres, des bonnes relations qu'on a avec les personnes du lieu. Alors, souvent, c'est comme ça qu'on se connecte. Vous imaginez venir ici et puis vous avez une énergie instable, agitée, les gens sont brutaux, violents verbalement. Je pense que vous n'allez pas rester. La première des ouvertures, c'est cette énergie qu'on reçoit d'un lieu. Mais il faut prendre juste cette énergie-là, ou de ce lieu-là, comme un point de démarrage.
C'est juste pour démarrer. Quand vous avez déjà démarré votre voiture, est-ce que vous tournez toujours la clé? Vous n'avez plus besoin de tourner la clé. Donc logiquement, vous n'avez plus besoin de vous attacher à un lieu. Et c'est ça l'évolution de la pratique. Alors, quand vous méditez, regardez simplement vous, par rapport déjà à votre posture, mais aussi par rapport aux objets dans lesquels vous mettez en place pour pratiquer. Un environnement est un objet. Une musique est un objet. Donc vous regardez simplement. C'est vrai qu'on dit qu'il faudrait méditer dans un lieu qui soit approprié à la pratique méditative. Or, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Un lieu qui s'y prête à la pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que méditer dans le froid, ça s'y prête? Est-ce que méditer, je ne sais pas, devant une crémation d'un corps, ça s'y prête? Est-ce que méditer, voilà, comme ici dans un temple, ça s'y prête? Ou chez vous, ça s'y prête? Donc tout ça, il faudrait se poser comme question. Parce que dans la méditation, est-ce qu'on vous a dit qu'il faut un lieu tout le temps, le même lieu? Non. En fait, le cadre formel, parfois c'est contraignant. Il y a une contrainte, parce qu'il faut se poser. Or, si on a un cadre très strict, il faut le calme. Des fois, on s'isole. Et ça veut dire que la méditation, est-ce que c'est dans ces conditions? Non. Vous pouvez méditer en travaillant. Vous êtes en train de travailler, vous dites, je vais prendre 3 minutes, je pose. Ok. Quelqu'un vous pose une question pour le travail, ou je ne sais pas, une discussion. Votre conscience n'est pas figée dans votre pause. C'est ça qui est intéressant, c'est que votre conscience est une ouverture à 360 degrés. Donc quand quelqu'un vous parle, vous prenez conscience de ça, et vous allez prendre conscience que vous allez répondre. Mais quand on médite de manière formelle, on va trop se focaliser sur le formel et on ne se laisse pas la liberté. Et quand nous pratiquons la méditation, c'est pour être libre dans la logique, c'est ça. Et pas sur faire un focus sur un cadre ou un environnement ou, je ne sais pas, des conditions agréables, bénéfiques. Vous pouvez avoir une posture formelle, mais si quelqu'un vient vous parler, vous gardez cette conscience pour échanger avec la personne. Vous savez ce que vous êtes en train de dire, vous savez ce que vous écoutez, vous savez ce que vous répondez à cette personne et pourquoi vous répondez comme ça à cette personne. En fait, c'est tout un mélange au départ de formel pour démarrer, pour ça qu'il faut régulièrement faire les choses, on démarre. Alors, méditer, ça prend plus de temps que tourner une clé. Il faut se le dire. C'est pour ça qu'il faut un temps de démarrage. Donc, il faut vous donner ce temps-là, clairement. Et quand vous démarrez, logiquement, ça devient naturel. Vous posez, vous méditez. Il n'y a pas besoin de dire « je règle les choses ». En fait, la méditation, c'est naturel, c'est quelque chose de naturel chez vous. Mais comme on conçoit la méditation, alors c'est un concept, et comme c'est un concept, c'est pas naturel. C'est comme ce que je vous ai dit, c'est parfois on fait un travail, on pense que méditer, c'est un bon travail pour nous, un travail intérieur. Oui. Je reformule un petit peu ma question. Est-ce qu'on peut méditer en faisant la vaisselle ou en marchant? Complètement. Complètement, mais c'est plus compliqué. Parce qu'on a pris l'habitude de marcher, on ne prend pas conscience qu'on est en train de marcher tout le temps. On peut prendre conscience à des laps de temps. On prend conscience, je suis en train de marcher, parce qu'il n'y a rien d'intéressant là-bas peut-être.
Peut-être que quand il y aura quelque chose d'intéressant là-bas, je prendrai plus conscience que je marche. En fait, c'est juste une attention qui est mal dirigée. Prendre conscience qu'on marche, il faut se dire, est-ce qu'autour, il n'y a rien d'intéressant? S'il y a des choses intéressantes et on garde cette conscience de la marche, c'est OK. Il faut voir, en fin de compte, notre posture. En fait, il ne faut pas voir que je marche, il faut voir quand est-ce que je change de position, de direction. C'est quand je change de direction, c'est là où je prends conscience. C'est ça qui est intéressant. Mais pas, je marche, je prends conscience, je respire, je prends conscience, je suis en train de parler, je prends conscience, ça c'est OK. Mais si on veut aller plus loin dans notre manière de fonctionner, c'est de prendre conscience de notre attention. Oui. Quand elle bouge. Oui, quand l'attention donne une autre direction, en fin de compte. En fait, si on arrivait à être précis dans ce sens-là, eh bien, ça veut dire que notre pratique méditative n'est plus là-bas. Elle est ici. La marche, c'est le monde extérieur. Manger, c'est le monde extérieur. Parler, c'est le monde extérieur. Mais si on fait toujours notre pratique avec le monde extérieur, jamais on va se connaître. C'est pour ça que quand vous avez, entre guillemets, pris conscience de ce qui se passe à l'extérieur, sur votre corps, sur ce que vous faites de votre corps, voilà, vous êtes allongé, assis, debout, marché, etc. Quand vous aurez pris conscience de ça, il faut se le dire, c'est lassant. Je sais que je marche, je sais que je mange, je sais que je suis debout. À un moment donné, c'est lassant. Il n'y a rien qui est nouveau. Parce que vous faites ça toute la journée. Maintenant, pour que ce soit nouveau, il faut un autre niveau de pratique. Et l'autre niveau, c'est peut-être compliqué, mais ça peut être très très bénéfique. Là, on prend conscience de la direction qu'on donne à notre attention. Ça rejoint la marche méditative. On fait attention au déroulement des pieds sur le sol. Notamment. Oui, mais ce sera toujours une méditation sur la marche, mais pas sur notre attention. En fait, il ne faut plus voir la marche, mais il faut voir notre attention. Ça veut dire, si je suis en train de marcher et qu'à un moment donné, je pense au ciel bleu, eh ben, je ne dois pas voir le ciel bleu, mais je vois que mon attention a changé de direction. C'est comme si vous êtes bien, d'un coup vous êtes énervé, ben vous devez voir que votre attention a changé de direction, ou que votre état a changé de direction. Et en fin de compte, c'est ce laps de temps. C'est comme si, au lieu de voir nos nuages de pensée, on regarde l'espace entre deux pensées. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez toujours les pensées qui partent, eh ben, vous ne surveillez pas les pensées, vous surveillez l'espace entre deux pensées. C'est comme si on s'est posé à la place de l'observateur. On observe. On est toujours observateur, on est toujours spectateur quand on médite. On ne fait rien d'autre, ni scénariste, ni réalisateur, ni acteur. On est toujours spectateur. On est spectateur du mouvement, on est spectateur de ce qui se passe à l'intérieur. On est spectateur de tout phénomène, en fin de compte. Si on s'entraîne régulièrement, petit à petit, on va arriver à connecter notre conscience sur l'attention. En fait, l'attention fonctionne avec des schémas, nos propres schémas, nos facteurs, en fait, mentaux. Et comme notre attention
suit en fait ces schémas, eh bien si on ne surveille pas notre attention, on ne peut pas voir nos schémas. C'est comme si vous voyez le fil, enfin vous voyez un cerf-volant, eh bien vous suivez le fil pour voir qui tient le cerf-volant. Vous voyez, ça veut dire qu'on regarde l'attention qui est le cerf-volant et petit à petit on remonte jusqu'au schéma. C'est pour ça qu'à un moment donné, on prend conscience de nos schémas. Et quand vous prenez conscience de vos schémas, ce sera une vraie découverte. Et quand vous prenez conscience de ça, c'est que là, il y a possibilité de transformer. Et donc, il y a tout un chemin à faire. Oui. Il faut ralentir dans les projets. Il faut ralentir. Mais si on ralentit, on modifie nos schémas. Comme quelqu'un qui conduit vite, il ralentit, ok, c'est très bien, il ne fait pas d'accident, il voit les choses plus clairement, mais ce n'est pas le schéma qu'il utilise pour fonctionner. Pour pouvoir voir le schéma utilisé pour fonctionner, il faut qu'il puisse prendre conscience lorsqu'il conduit vite. Donc ce n'est pas je décélère, c'est je prends conscience de la vitesse que j'ai mis en place dans cette conduite. Vous voyez, il y a une subtilité à ce moment-là. Parce que je veux démonter un schéma de vitesse, mais pas un schéma de ralentissement. Vous voyez, la subtilité de la pratique, elle nous aide vraiment à voir dans ce sens ce qui fonctionne ici, chez nous. Est-ce qu'on fait le contraire pour... c'est comme quelqu'un qui dit je vais maintenant faire comme une tortue au lieu de conduire vite, je vais conduire comme une tortue, très lentement, et j'observe. Une marche méditative, avant je marche vite, maintenant je ralentis, je prends conscience que je marche lentement, chaque pas. Très bien. Mais je n'aurais pas changé le schéma de marcher vite. Et si je prenais conscience que, à chaque instant de cette vitesse de la marche, qui est très naturelle chez moi, c'est une habitude, donc je prends conscience de cette habitude-là de marcher vite, c'est là où je peux prendre cette manière de fonctionner comme une ouverture vers une pratique. Il y a des personnes qui font des choses vite, mais sont toujours en conscience. En fin de compte, la conscience n'est pas liée à la vitesse, la pratique n'est pas liée à la lenteur. Le temps, il ne s'accélère pas. Chaque instant, ça devient pour vous un moment, même si vous tournez vite les choses. Ça devient quand même un instant. Sauf que nos sens sont limités au niveau de l'attrapage de ces moments. Une personne qui, je prends un exemple, une personne qui joue souvent aux jeux vidéo est très rapide au niveau conscience visuelle. Tac, 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 tac. Nous, si on commence à jouer, on dit mais c'est incroyable comment il fait. Il a cette capacité en fait de pianoter le pad avec visuellement sauter, anticiper les choses. Nous, on serait incapables parce qu'on n'a pas pris cette habitude, cet entraînement de faire ça. Mais il est conscient de tout, donc avec cette rapidité de manipulation. Donc on pourrait dire dans un sens qu'il est en train de méditer. Vous pouvez méditer en tapant SMS, hein. Ceux qui sont habiles dans les textos, hein, vous tapez très vite, eh bien, prenez conscience. Hop, là, il y a achevé une erreur, on délète, on refait. Ben, c'est une forme de méditation. Mais ne prenez pas l'habitude, c'est ça qu'il faut casser, c'est les habitudes. Si vous voulez évoluer, il faut casser les habitudes.
par exemple, méditer programmé, formel. Maintenant, on casse cette habitude. Si maintenant on voit qu'on est trop dans ces habitudes, ben on ne médite pas à ce moment-là. On va méditer plus tôt. On se réveille plus tôt. Avant, on se réveillait juste avant, 10 minutes, 15 minutes. Maintenant, on va casser les habitudes, on va méditer plus tôt, mais pas méditer pour méditer, méditer pour voir qu'est-ce qui va se passer si je méditais plus tôt, à l'intérieur de moi. Est-ce que je vais être énervé? Est-ce que je vais être fatigué? Est-ce que je vais être grincheux? Est-ce que je vais être irrité lorsqu'on va me parler au travail, par exemple? C'est ça qu'il faut faire comme expérience. Et vous changez vos habitudes. C'est en changeant nos habitudes qu'on reste plus prisonnier de ça. Changer nos habitudes, c'est pas rentrer dans une autre habitude. Changer nos habitudes, c'est sortir des habitudes et sans rentrer dans une autre habitude. Ça veut dire que vous prenez votre passé comme une histoire au présent. Ça veut dire que votre méditation dans le passé, ça doit rester au passé. Vous allez ramener ce passé au présent et vous poser des questions dessus. Ce qui reste au passé, ça reste derrière. Ce qui est au présent reste au présent. C'est pour ça qu'on dit que le passé est une histoire, le futur est un mystère et le présent est un cadeau. Alors vous avez certainement entendu parler de ça. Et je pense que quand nous vivons, c'est ce moment. De toute façon, ce que vous avez fait derrière vous, vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas remonter le temps pour dire « j'ai fait une erreur de pratique et je vais pratiquer autrement ». Non, ce que vous allez pratiquer, c'est là, à cet instant, et pas ce qui se passe derrière. Donc, il ne faut pas se poser de questions. Ça, c'est dans la voie, si on a des doutes sur nous, c'est qu'on n'a pas confiance à la voie. La voie, elle peut être déviée, parce qu'on a compris dans ce sens-là, ou interprété, mais on doit comprendre à ce moment-là qu'on s'est dévié. En fait, quand on prend conscience qu'on s'est dévié, on va se remettre. Et tout le monde, je pense, peut avoir cette possibilité d'être dévié de la voie. Et c'est en se déviant de la voie qu'on se rend compte que c'est pas le bon chemin. C'est comme j'ai une expérience comme ça dans ma pratique de professeur. Je donne un exercice à mes élèves et je leur donne toutes les méthodes erronées pour arriver au bon résultat. Ils font, je donne plein de méthodes, mais ils vont jamais arriver au bon résultat. Et bien, au moins, ils prennent conscience que c'est pas ces chemins-là qu'il faut prendre. Les chemins, ce sont des concepts adaptés à nos besoins. Mais la méditation, c'est juste la conscience et rien d'autre. On se base que sur la conscience. Et la conscience, elle est chez tout le monde et tout le monde l'utilise. Même si on n'a pas les mêmes objets méditatifs, la même posture de méditation, la même expérience méditative. On n'a pas la même chose. On n'est pas formé karmiquement de la même manière. Donc forcément, l'expérience d'une personne va être différente de nous. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Et de voir que moi, je dois méditer comme ça, je change mes habitudes de cette manière. Peut-être que je peux conseiller les autres personnes, mais peut-être que ce n'est pas adapté aux autres personnes. Et je pense
pense que si on essayait d'écrire chacun de nous l'expérience de nos pratiques méditatives, ce serait tous des pratiques différentes. Mais la conscience, elle n'est pas si différente que ça. Est-ce qu'on prend juste conscience? L'agitation, c'est l'agitation, mais on peut être observateur de l'agitation et rien d'autre. En fait, une méditation, c'est pas possible qu'elle soit agitée. C'est l'intérieur qui est agité et on projette sur notre pratique. Hein? La conscience, elle n'est pas agitée. C'est pas possible. Jamais on a vu un ciel agité, si ce n'est les nuages qui sont agités. Mais le ciel bleu clair, jamais on dira qu'il est agité, même s'il y a beaucoup de vent. Vous voyez ? Donc on ne dira jamais que le ciel il est agité lorsqu'il y a beaucoup de vent. Donc la conscience, elle est à ce niveau. À ce niveau voilà, de non-agitation. Si nous regardons à ce niveau, on voit l'agitation sans être agité. C'est pour ça que quand on reconnaît qu'il y a une agitation, logiquement, intérieurement, on n'est pas agité. C'est pour ça qu'on reconnaît. Mais si, derrière, on génère une histoire, là, on est parti dedans. Et il faut faire attention à ça. Et c'est pour ça que quand on médite et qu'on médite sur l'attention, on sait qu'on a dirigé notre attention sur une histoire. Ouais. Et ça peut nous aider à se rendre compte que là, on est parti trop loin. Si on voit l'agitation, c'est OK. On voit une personne agitée devant nous, on est en train de méditer, on voit la personne danser là devant nous, c'est OK. C'est comme ça que quand le Bouddha était en méditation pendant cette période de 49 jours, il y a beaucoup d'agitation autour de lui. Représenté par Mara, cette agitation des poisons là, intérieurs, représenté par ses désirs, ces états d'ignorance, de doute aussi, il reste comme ça, c'est OK. Quand on médite, il faut reprendre ça en main. Et si vous dites sans arrêt, c'est OK, il n'y a rien d'intéressant à tout ça, vous verrez votre pratique, comment elle va accélérer. C'est tout est OK, tout ce qui se passe, intérieur, extérieur, vous êtes heureux de ce qui se passe, parce que c'est en accord avec vous-même. Que vous soyez malade, que vous soyez bien, dans tout type de situation, vous méditez, et vous pourrez toujours méditer, tout le temps, même quand vous n'êtes pas bien, même quand vous êtes fatigué, vous pourrez méditer sur votre fatigue, sur votre bien-être, sur tout ce qui se passe. C'est pour ça qu'il n'y a pas de frontière dans la pratique méditative avec ce qui se passe. Parce que la conscience est toujours pure, infinie, ouverte à toute chose. Sans interdire, juste prendre conscience. Et il n'y a rien qui va vous déranger, il n'y a rien qui va vous bousculer intérieurement. Il faudra qu'une personne qui continue à pratiquer face à des situations sur son chemin de vie, elle sera toujours calme. C'est ça aussi, la prise de conscience de notre évolution dans la pratique. Est-ce qu'on a appris à lâcher, on a appris à dire que c'est pas important. On a appris sur notre pause formelle de notre pratique.
En fait, quand on fait le formel, c'est pour préparer un terrain pour qu'on puisse l'utiliser après, dans la vie de tous les jours. C'est cette préparation, hein, quand vous méditez chez vous de manière formelle, posée, vous allez préparer. C'est pour ça qu'il faut préparer aussi des objets de méditation qui sont en désaccord complètement avec vous-même. Ce terrain-là, c'est pas un terrain où tout le monde est bien, tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux. Il faut préparer aussi l'autre terrain de vous-même où vous savez que vous allez briser votre équilibre intérieurement. Il faut préparer ce terrain. Vous dire, quand j'ai rencontré cette personne, quand je serai face à cette personne ou face à cette situation, il faut que je sois OK. Vous voyez, vous anticipez simplement. C'est pour ça que c'est important de préparer les choses pour pouvoir vous vivre avec cette préparation. Sinon, c'est compliqué. Oui. Quand on commence juste comme moi, quand on médite, qu'est-ce qui doit se passer? Rien. Mais il se passe toujours des choses. Très bien. Eh bien, laissez ces choses-là se dérouler. C'est comme un film qui se déroule quand vous méditez. Vous avez tout là, les pensées, les réflexions, les idées qui partent, qui s'élèvent, mais vous ne provoquez pas. Ce qui est important dans cette posture, c'est qu'on ne provoque pas les idées, on ne provoque pas certaines pensées. Vous laissez tout ce qui se révèle, tout ce qui s'élève, vivre. Vous ne courez pas derrière. C'est comme vous regardez les nuages sur une colline, les nuages passent, c'est OK. Si vous voyez les nuages passer, vous dites là, on dirait mon ennemi, là, le visage là, de la personne. Vous dites rien, c'est juste un phénomène qui passe. Et ça, c'est vos pensées, vos idées, vos réflexions. Si même vous réagissez, encore cette pensée par exemple, eh bien vous prenez conscience que vous êtes en train de vous dire encore cette pensée. Vous voyez, vous reculez d'un pas pour voir la réaction que vous élevez à ce moment-là. C'est tac, et hop. Voyez, ne vous laissez jamais attraper. Comme quand vous jouez aux gendarmes et aux voleurs, c'est pareil. Jamais vous laissez attraper. Vous reculez d'un cran. Hop, je suis libre, c'est OK. Hop, je suis libre, c'est OK. Mais il faut faire ce travail. C'est pas je médite, je m'assois, tout est nickel, tout est cool, tout est bien autour de moi. En moi, je mets une musique. Ça, c'est une méditation conditionnée, construite. Mais c'est pas de la méditation. C'est un état de bien-être, de détente, avec des conditions d'accord avec soi-même, où on aime bien ce type d'environnement. Mais c'est tout, c'est de la détente, on se relaxe. Quand vous contrôlez, vous êtes prisonnier du contrôle. C'est pour ça que quand on dit je médite, c'est pour contrôler mes émotions, contrôler mes pensées, mes réflexions, toute l'agitation. Ici, non. Ça, si vous le faites, c'est que vous ne méditez pas. Il n'y a pas de contrôle. Vous laissez les choses se libérer. Il n'y a pas de contrôle. Être libre, il n'y a pas de contrôle. Donc si vous voulez contrôler, prenez conscience que vous êtes en train de contrôler, OK ? Si vous contrôlez une personne, prenez conscience que vous êtes en train de contrôler la personne, et prenez conscience que si personne ne veut pas que vous puissiez mettre sur elle vos mains, soyez conscient que vous pouvez aussi prendre 2 mains sur votre visage. Enfin, c'est de la logique. Vous voyez, prenez conscience de tout ça. Ce sont des phénomènes d'action, de réaction. Mais vous prenez juste conscience.
Mais ce n'est pas un contrôle, c'est juste un désir de vouloir prendre les choses. Même pour vos émotions, il ne faut pas que je sois en colère, il ne faut pas que je sois en colère. Bon. Laissez la colère, n'en faites rien. Si vous laissez la colère arriver et que vous n'en faites rien, il n'y a rien qui va se passer. Vous voyez? Et en plus, elle se libère. Vous donnez une possibilité à l'émotion de se libérer. Donc comment vous pourrez vous dire que l'émotion, elle est encore là? Oui. Est-ce que ces phénomènes, ce ne serait pas une grande illusion, tout ça? On est obligé de voir l'illusion pour sortir de l'illusion. Évidemment. Si on se disait tout de suite que ce sont des illusions, on est super fort. Il faut se le dire. Le Bouddha, quand il s'est éveillé, c'est là il a vu que tout est illusion. Ok, bon, on va reprendre la posture. Donc il y a quand même des questions intéressantes pour qu'on puisse comprendre le cheminement de la pratique. Donc reprenez la posture. Maintenant, si votre attention se dirige vers l'extérieur parce qu'il y a des éléments, des sens qui éveillent vos sens, c'est OK. Mais quand vous prenez conscience de l'extérieur, vous allez revenir sur l'intérieur. Or, ne générez pas de sensation, prenez juste conscience là où vous avez une sensation, intérieurement. C'est-à-dire, lié peut-être à votre posture, par exemple. Donc vous allez juste méditer, c'est-à-dire poser votre conscience sur ces sensations-là. S'il y a d'autres sensations qui se réveillent, prenez conscience de ces sensations. Que lorsqu'on médite sur les sensations, parfois c'est plus compliqué à maintenir la conscience sur nos sensations. Souvent les sensations, quand elles sont agréables, on reste plus longtemps dessus, à prendre conscience, et quand elles sont désagréables, malheureusement on reste aussi très longtemps dessus aussi. Vous voyez bien que quand vous avez une douleur quelque part, vous n'arrêtez pas de fixer cette douleur. Donc ça veut dire que comme c'est désagréable, vous voulez vraiment l'enlever, mais comme elle est là, donc vous fixez quoi, pour dire quand est-ce qu'elle va s'en aller. Donc on voit que dans les deux sens, il y a une fixation, c'est-à-dire une forme de nœud qu'on fait avec ces éléments. Dans le bouddhisme, le Bouddha avait enseigné quelque chose qu'on appelle les 8 préoccupations en fait, des êtres au quotidien. En fait, si on résume ces 8 éléments, on pourrait dire tout simplement que les êtres ont peur et que les êtres espèrent. Je pense
pense que tout le monde ici développe cet état de peur au quotidien, sur tout niveau, tout type d'éléments, et aussi garde une forme d'espoir pour que l'avenir puisse être meilleur ou s'améliorer dans nos propres objectifs et dans ce qu'on voudrait, ce qu'on désire. Et ça, c'est souvent le futur, lié au futur. Même si les expériences qu'on a eues dans le passé, on ne voudrait pas revivre, donc peur de revivre ces types d'expériences douloureuses qu'on a eues dans le passé. Mais quand même, c'est quand même le futur, mais avec une connotation en fait du passé, avec une image du passé. Donc ces deux états d'une balance, c'est toujours ce qu'on essaye de faire au quotidien. Donc le premier couple, quand on parle de dharma, ici, il y a différentes formes, différentes définitions. Le dharma, dans un premier temps, qu'on définit dans le bouddhisme, c'est la vérité, forme de réalité des choses. Et la deuxième définition qu'on donne au terme dharma, ce sont les phénomènes, ce qui se passe. Tout type de phénomène pourrait considérer que c'est un dharma. D'accord. En fait, ici, quand on parle des 8 dharmas dans le monde, c'est ces 8 formes, d'état intérieur chez nous, 8 formes de phénomènes chez nous, qu'on doit identifier comme une réalité, et pas comme une réalité d'application, comme une réalité en fait d'exécution. Ça veut dire que vous avez ces états, et vous prenez conscience que c'est ok, j'ai peur de ça, ou je voudrais espérer ça. Pour voir aussi si c'est juste de réagir dans ce sens ou non, d'avoir ces états chez vous. Parce que les états, on en a beaucoup, mais on n'arrive pas à identifier quels sont les états qui sont utiles et quels sont les états qui ne sont pas utiles. Quels sont les états qui sont liés aussi à d'autres sources d'états. Et donc il faudra identifier tout ça. C'est pour ça que le Bouddha avait enseigné ces couples, ces 4 couples, qu'il faut identifier chez nous, qu'on peut aussi vérifier totalement dans notre quotidien. Donc, le bouddhisme, c'est pas quelque chose d'extraordinaire dans le sens où c'est quelque chose de très élevé, très miraculeux. C'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Il faut juste comprendre que tous les êtres veulent pas souffrir. Tous les êtres veulent une forme d'équilibre, de bonheur. Et donc quand nous sommes en souffrance, on cherche les moyens pour s'en sortir. Ça, c'est la première catégorie d'êtres. On appelle ça des courageux. Ces êtres qui disent, moi, je ne veux pas souffrir, je vais tout faire pour m'en libérer. Oui. Donc, d'autres types d'êtres un peu plus faibles, qui ont besoin de support, qui veulent quand même s'en sortir, mais par eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Donc, ils vont demander un support. Donc des personnes autour d'eux qui ont peut-être des outils, des possibilités de les aider. Donc ils vont prendre un support extérieur pour les aider. Une autre catégorie d'êtres, ceux qui veulent s'en sortir, mais qui sont un peu timides, ils n'osent pas demander de l'aide aux autres. Mais ils veulent s'en sortir. Et le dernier, ils ne veulent pas s'en sortir. Alors, vous avez des personnes comme ça qui souffrent et qui ne veulent pas se libérer de cette souffrance. Pour eux, ils considèrent que c'est normal, de souffrir.
considèrent qu'on ne peut pas évoluer, il n'y a pas de possibilité d'évolution. Voilà. Ils acceptent cette souffrance, mais ils veulent rester dedans. Donc je ne sais pas si ça va aider toutes les catégories, mais en tout cas, si on prenait conscience de cet enseignement, on peut y réfléchir. On a une possibilité de vérifier, de réfléchir dessus, d'analyser. À cause de notre désir et notre attachement, on a le premier couple qui implique derrière ce vouloir avoir, obtenir tout le temps. C'est ce qu'on appelle le gain, gagner, toujours obtenir les choses. Donc c'est un côté de désir, enfin, compte pour nous. Je ne sais pas comment vous voyez les choses chez vous. Je pense que nous tous, on a eu cette envie toujours de vouloir. Un travail, une famille, de l'argent, le bien-être, par exemple. Gagner, 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 sans arrêt. Mais quand vous gagnez pour vous, eh bien, vous avez le contraire. C'est la peur de perdre. Le désir de gagner, et il y a le contraire qui est la peur de perdre. Donc peut-être, pour éviter d'avoir peur, ne pas vouloir gagner. Si vous ramassez un fruit qui tombe et que vous le mangez, vous n'avez pas peur de perdre le fruit parce qu'il est déjà dans votre ventre. Vous voyez ? C'est-à-dire que si dans l'instant, vous n'avez pas intérieurement ce désir de vouloir un élément, jamais vous aurez la peur de perdre cet élément. Ce qui est logique. Donc c'est un fonctionnement qu'on devrait adopter, nous, au quotidien, pour dire ce qui vient, c'est OK. Ce qui ne vient pas, c'est aussi OK. Et ça, c'est une qualité qu'on pratique dans le bouddhisme, c'est être satisfait de ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas. Quand vous êtes satisfait de ce que vous avez et ce que vous n'avez pas, vous ne serez jamais dans l'insatisfaction. Et l'insatisfaction, c'est ce qu'on appelle dukkha, traduit en français par souffrance. Je suis insatisfait, je ne suis pas d'accord, j'en veux plus. Donc il faudra à un moment donné choisir votre direction par rapport à ça. Et c'est encore une fois Monsieur le désir derrière. Pour ça, dans le bouddhisme, on considère que le désir est un poison, comme la colère. J'ai entendu quelqu'un dire, quand nous avons la haine contre quelqu'un, c'est comme si nous buvons du poison. En espérant que l'autre personne souffre. Mais en fin de compte, c'est nous qui souffrons en premier. Parfois, nous sommes en colère contre nous-mêmes. Tout à fait. C'est pour ça que nous souffrons en premier, quand nous sommes dans cet état de haine vis-à-vis d'une personne. C'est pour ça que le désir est considéré comme un poison, parce que c'est nous qui récoltons les résultats. Ça, c'est le premier couple de ces 8 dharmas. Donc, ça fait déjà 2. Le deuxième concerne votre réputation. Bonne réputation ou mauvaise réputation. Dans la vie de tous les jours et dans le système de société, il faudrait toujours avoir une image de nous-mêmes. Une bonne image. Que ce soit par notre position
au sein de cette société ou l'image qu'on a physiquement de nous-mêmes. Et voyez, c'est ce qu'on appelle cette image qu'on se donne, c'est une étiquette, mais cette étiquette, c'est lié aussi au désir. Et ce désir est lié à un autre niveau qui est l'ego. Donc, qui est-ce qui ne veut pas avoir de bonne réputation ici? Tout le monde voudrait une bonne posture, une bonne étiquette, se montrer aux autres. Mais vous voyez bien que quand vous faites une bêtise, c'est le contraire. C'est l'autre étiquette. C'est pour ça que si on n'arrive pas à maîtriser nos propres émotions, on peut devenir quelqu'un de très méchant. Combien d'expériences on a vu autour de nous des personnes qui sont bien dans les relations au sein de la famille et qui un jour fait quelque chose où là on a une autre image de cette personne. Et c'est pas simplement la personne qui est impactée, c'est tout son entourage. Donc il faut faire très attention à ça. Pour ça, vivre de manière humble, non égoïste, c'est ne pas penser à ce type d'étiquette. C'est toujours voir les autres heureux, avoir une bonne posture et voir nous comme des personnes qui sont reconnaissantes vis-à-vis de ces personnes-là, qui sont en joie de voir ces personnes-là. Et ça nous libère de ces types d'étiquettes. Donc la réputation, je pense qu'à notre naissance, on nous met déjà l'étiquette d'être un compétiteur avec les autres et d'avoir une bonne posture dans notre système. Mais il faut réfléchir, vous-même, vous devez réfléchir et donner du sens à votre image. Le troisième couple, c'est ce qui est plaisant pour nous et déplaisant pour nous. Ça aussi, c'est une connotation du désir, c'est une source aussi liée au désir. Agréable, désagréable, c'est nos choix, c'est nos schémas construits en nous qu'on projette pour dire j'aime, j'aime pas. Quand j'aime et que ça arrive, je suis heureux. Quand j'aime pas et que ça arrive, je suis pas du tout heureux. Peut-on être heureux lorsqu'on reçoit quelque chose qu'on n'aime pas? La question, c'est oui. Ne plus considérer cette chose comme quelque chose qu'on n'aime pas. Lui accorder simplement son état et son image. Juste lui accorder. Lui accorder, c'est s'ouvrir à cette chose-là. Donc s'il vous manque de l'ouverture, vous serez encore une fois dans l'avidité. Et cette avidité, vous voyez, avide, c'est le contraire de vide. Donc comme c'est vide, on veut remplir. C'est pour ça qu'on est avide. Donc il faut quand même qu'on puisse nous identifier nos propres schémas de dualité sur cet état de plaisir et de déplaisir. Et je pense qu'on peut s'identifier par rapport à ça. Parce que tout le monde qui nous entoure, on peut identifier ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Hein? Si on dit que j'aime tout, on va dire que c'est impossible.
Il n'y a que la pratique qui nous mène à un amour inconditionnel, mais pas un amour égoïste lié à l'ego. Donc c'est pour ça que quand vous avez ces deux états-là dans votre vie, ben vous allez toujours en déséquilibre sur votre chemin. C'est pour ça que si on n'a pas cette force pour identifier et qu'on n'a pas cette force pour traverser, dépasser tout ça, eh bien on va fuir ce qu'on n'aime pas et on va se rapprocher de ce qu'on aime. Et ça, c'est notre système de fonctionnement qu'on retrouve dans ces états. Et le dernier, je pense que c'est plus peut-être difficile parce que c'est un impact de l'environnement. C'est accueillir les compliments et repousser les blâmes. On n'aime pas qu'on nous critique, qu'on nous reproche. Ça, c'est difficile, surtout quand ça vient de nos proches. Encore, si ce sont des personnes à l'extérieur, on peut lâcher prise facilement. Mais quand ça vient de nos proches, des personnes qu'on aime, c'est très compliqué. Donc voilà les 4 couples, c'est-à-dire les 8 dharmas mondains que le Bouddha a enseignés. Je ne vais pas les détailler parce que vous avez compris le sens même de tout ça. La source, c'est l'ego et le désir. Donc ces deux sources qu'on vous apprend à vous détacher par la pratique du lâcher-prise et la pratique de la vacuité, de reconsidérer cet être-là qui vous compose autrement, pas comme une masse d'ego qui vit que pour lui. Parce que c'est ce qu'on fait. Si on se disait qu'on vivait pour les autres, peut-être notre comportement changerait, notre manière de parler, de se positionner, peut-être de s'ouvrir dans les propres qualités qu'on a, changerait. Mais comme tout revient ici et ne part pas souvent là-bas, c'est là où c'est compliqué. Souvent, on cache nos défauts, on montre que l'autre côté de nous-mêmes. On est content, on est heureux, on est joyeux. Et l'autre côté de nous-mêmes est la preuve qu'on n'est pas bien, qu'on est en souffrance, qu'on est malade, qu'on est énervé, qu'on est... Jamais on se regarde. Jamais on va dire aux personnes autour de nous de nous filmer, de prendre une image de nous quand nous sommes là, comme ça. On ne dit pas « je vous invite à me filmer quand je suis en colère ». Je vous invite à prendre une photo de moi quand je suis en colère. Bien sûr que c'est bien, mais on le fait pas. Sur 100 personnes, peut-être qu'il y a une personne qui dit « je vous remercie de me montrer qui je suis et comment je suis quand je suis dans cet état ». Mais là, il faudrait être très courageux, très profond au niveau de la compréhension de nous-mêmes. C'est une partie de nous-mêmes qu'on doit se découvrir. Mais on voit qu'on n'a pas cette force de se découvrir nous-mêmes déjà. Mais encore moins quand une personne nous pointe du doigt sur cette partie de nous-mêmes, nos défauts par exemple. On devrait les remercier, je suis complètement d'accord par rapport à ça. On devrait remercier toutes les personnes ou tous les êtres qui nous montrent qu'il y a des parties chez nous qu'on doit changer. Vous voyez ? On est grincheux, on est stressé, on est toujours énervé, impatient. On doit en fait se réveiller dessus. Mais ça, c'est compliqué. C'est compliqué chez nous, parce qu'il y a toujours l'ego qui se protège, qui protège cette partie.
Hein? Et je pense que lorsque on a compris notre système de fonctionnement et qu'on veut progresser, évoluer, eh bien, on va se comporter autrement. On a une autre attitude vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres qui génèrent des situations où on a ces types de schémas négatifs. Le moment où on aura compris ça, c'est là où on peut dire « je vais me réveiller ». Et quand je me réveillerai, eh bien, je vais pouvoir remercier les personnes, remercier les situations. Mais tant qu'on n'a pas fait cette démarche intérieure, c'est compliqué. On a beau entendre, on a beau comprendre, bon, on n'avance pas. Il y a toujours cet ego. C'est pour ça, avant de faire ça, il faut démonter la structure de l'ego. Il faut comprendre ce que c'est que cette masse d'ego chez nous. Il faut définir ce que c'est, décortiquer son fonctionnement. Mais tant qu'on n'a pas compris que c'est juste une conception de soi-même, ces éléments qui rassemblent pour faire un ego, si on n'a pas compris ça, on ne pourra pas faire cette démarche, parce qu'on accepte qu'on a un ego, et c'est l'ego qui va nous protéger. Donc notre premier travail, c'est vraiment de reconnaître ça, de dire, bon, j'accepte que je suis un ego, le moi, le self, le moi ici. Je veux être heureux, très bien, mais pour être heureux, il faut que je puisse faire face aussi à la vie qui m'entoure, sur des situations que je ne désire pas et que je ne maîtrise pas surtout. Le monde qui nous entoure, c'est impossible de maîtriser complètement. C'est impossible. Oui. Est-ce que inconsciemment, lorsqu'on reproche quelque chose à l'autre, c'est pas quelque chose qu'on se reproche aussi à soi-même? Il y a une partie qu'on cache et que l'autre découvre. C'est souvent comme ça. Après, il y a peut-être l'interprétation aussi de la personne, évidemment. Peut-être qu'on n'est pas un voleur, mais on nous dit qu'on est voleur. Or, l'image qu'on a des autres. Mais si vous respectez qui vous êtes et vous êtes honnête avec vous-même, ben, ce que disent votre environnement, ça n'a pas d'importance. Donc si ça n'a pas d'importance, il ne faut pas s'attarder dessus. Mais si vous attardez dessus et que vous voulez vous justifier, parce que vous dites c'est injuste ce que vous me dites, je ne suis pas un voleur, j'ai juste pris ce billet par terre. Ben, si vous trouvez que c'est juste par rapport à votre expérience, et ce que la personne, ce qu'elle dit n'est pas juste, pourquoi vous voulez vous attarder sur quelque chose qui n'est pas utile pour vous? Parce que nous, comme on est vraiment attaché au monde extérieur, on veut se justifier. Mais quand vous justifiez, ça veut dire que vous avez fait quelque chose. Vous avez justifié vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres. Quand vous voulez vous justifier, c'est vis-à-vis de vous-même, mais vis-à-vis de vous-même, vous savez exactement ce que vous avez fait. Mais si vous devez justifier vis-à-vis des autres, que les autres ne veulent pas vous voir sous un autre angle, eh ben ça ne sert à rien de vous justifier. C'est pour ça, quand on parle de responsabilité, dans le bouddhisme, on parle beaucoup de responsabilité, on ne parle pas de culpabilité, on parle de responsabilité. Quand vous êtes responsable de ce que vous faites, de ce que vous dites, il n'y a pas de problème. Il y a un problème, c'est quand vous n'êtes pas responsable de ce que vous faites et ce que vous dites. Le problème, c'est que c'est à vous, mais vous ne voulez pas que ce soit à vous. C'est ça le problème. Si vous voulez remettre les choses au clair par rapport à ça, vous devez considérer que ce que vous avez fait maintenant ou avant
ben, vous êtes responsable. Et quand vous êtes responsable, il n'y a pas de problème. Donc vous n'avez pas besoin de justifier. Vous serez même la première personne à dire « j'ai fait ça ». Vous n'avez pas besoin non plus de vous cacher par rapport à ça. Et si vous avez dit ça et que derrière vous avez peur des conséquences sur vous, c'est que vous avez laissé la peur rentrer chez vous. Mais si vous êtes responsable, il n'y a pas de peur. C'est pour ça que quand on dit, lorsqu'on considère cette loi du karma dans notre vie, c'est qu'on doit accepter toutes les actions qu'on réalise et accepter toutes les conséquences liées à ces réactions. C'est comme ça qu'on avance. Sinon, les gens qui ont peur de l'avenir, c'est-à-dire ils vont développer de l'espoir et de la crainte. C'est parce qu'ils n'ont pas compris la loi de causalité. Celui qui est complètement dans la loi de causalité dit bah, l'avenir va me donner ce que j'ai planté. Si vous avez planté ce type d'arbre, vous allez obtenir ce type de fruits, et ça c'est de la logique. C'est là où il faut recadrer une logique pour notre vie. Si la vie, elle s'entraîne dans une logique d'un système que nous-mêmes on a généré, le système de société, etc., c'est l'homme qui a généré. Mais l'homme, il a généré à partir de quoi? De quelle logique? De sa logique, de son intelligence, de sa perception, de son interprétation. Et ça, c'est propre à l'ego, ça. Même si l'ego est majoritaire, que tout le monde est d'accord majoritairement. Mais ça ne veut pas dire que c'est doté de sagesse, doté de logique universelle. Et c'est là où il faut comprendre que chacun de nous, on a cette responsabilité de préserver la logique universelle, c'est-à-dire la sagesse. Sans sagesse, on vivrait dans un monde où on va se positionner sur la dualité des phénomènes. On sait ce qu'on a fait, on sait ce qu'on n'a pas fait. Si les êtres, les humains, les hommes, suivent la loi logique de causalité, ce qui est la loi la plus juste de l'univers, il n'y aurait pas de problème. Mais pour suivre cette loi de causalité, il faut forcément de la patience. Mais comme on veut tout régler, tout justifier, rendre injuste ce qui est juste tout de suite, alors c'est pour ça aujourd'hui on attend beaucoup, parce qu'il y a un procès, c'est je ne sais pas combien de temps on doit attendre, mais on veut régler tout de suite. À cause de cette impatience-là, ou ne pas accepter la loi de causalité, eh bien, on va générer un système de justice. Aujourd'hui, j'ai pas fait et on me met en prison. La question, c'est est-ce que j'accepte? Si j'accepte, il n'y a pas de problème. Si j'accepte pas, il y a problème. Il y aura conflit. Forcément. Si j'accepte, je dois reconnaître pourquoi j'accepte, mais pas j'accepte dans le sens où, pour régler le problème, j'accepte. Et des fois, il y a des personnes comme ça. On va dites c'est moi, et puis c'est bon, on va passer le truc. C'est pas comme ça. Quand j'accepte, il faut que j'accepte avec une sagesse. Il faut que je puisse comprendre pourquoi je l'accepte. Je ne l'accepte pas sur un coup de tête. Je l'accepte parce que j'ai compris que dans cette loi de causalité, qui est une loi la plus universelle et la plus juste, que ce qui m'arrive aujourd'hui, ça suit cette logique. Où est le problème? Mais c'est parce que je n'accepte pas cette loi à ce moment-là de causalité
On voit bien, la sagesse dit, la loi de causalité, ça frappe tout le temps. Et tous les êtres. Donc si vous êtes en prison et que vous n'avez rien fait, la loi de causalité est bien là. Sauf que vous ne voyez pas beaucoup plus loin que ce qui se passe dans cette vie. Donc forcément, vous dites, dans cette vie, j'ai rien fait. Et pourquoi on me met en prison ou pourquoi on me juge dans le mauvais sens? C'est là où celui qui pratique et qui met en application cette forme de sagesse, eh bien, n'a jamais de problème. Et ça, je sais qu'on n'a pas... Enfin, c'est pas le moment de l'entendre pour certains, hein, je comprends. Mais il faut vérifier. C'est pour ça que si aujourd'hui il y a des choses qui arrivent et que vous ne comprenez pas pourquoi ça arrive, eh bien dites-vous, j'étais dans l'ignorance au moment où j'ai fait cette chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ignore le résultat. Mais le résultat, il est bien là. Ça paraît un peu sortir d'une logique de notre système, ça. Mais en comprenant de cette manière, on est en accord. On reste en accord avec ce qui se passe. Et quand on reste en accord, eh ben, il y a une réelle ouverture. On n'est plus sur l'ego. Il y en a qui veulent d'abord comprendre et après dire c'est OK. Oui, il y en a qui cherchent à comprendre pourquoi, la cause, la raison. Hein, c'est comme ça. On trouve, hein, le tribunal, c'est comme ça dans notre justice. On veut trouver les indices, la raison de tout ça. Et si on ne trouve pas, parce que ça arrive qu'on ne trouve pas, celui qui a tué, il se suicide. On ne sait même pas pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a tué. Donc la famille, derrière, ne comprenne pas pourquoi. Pourquoi la personne, intérieurement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle agit comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit avant, etc. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais comprendre. Ça, il faut aussi vous dire et surtout accepter. Parce que celui qui n'accepte pas de ne pas comprendre, à un moment donné de sa vie, ne pourra pas évoluer. Il va être stagné, il va être bloqué. Parce qu'on est bloqué lorsqu'on ne comprend pas. Donc si vous dites, c'est normal que j'ai pas l'intelligence, j'ai pas la logique, j'ai pas le raisonnement, j'ai pas tous les éléments, j'ai pas les conditions pour comprendre, ce qui est logique que je ne comprends pas aujourd'hui. Mais mettez le mot aujourd'hui. Parce que quand vous mettez le mot aujourd'hui, ça veut dire que plus tard, vous pouvez comprendre. Aujourd'hui, vous n'avez pas les conditions pour le faire. Donc, ne prenez pas votre désir pour courir derrière la compréhension aujourd'hui, maintenant. Gardez votre patience, votre compréhension en patience, pour dire, si un jour j'ai les conditions, si un jour une personne m'explique autrement, si un jour j'ai développé un raisonnement, une logique, eh bien, c'est OK. Mais si un jour ça n'arrivera pas, c'est OK aussi. C'est là où on ne lâche rien, on ne lâche pas la compréhension derrière nous. On laisse des ouvertures pour un jour, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. Il faut se faire le souhait de développer une perception, une vision, une condition pour qu'on puisse comprendre à un moment donné la logique de tout ça. C'est pour ça que si on prend la loi de causalité comme quelque chose de logique, universellement, on n'a pas besoin de chercher à comprendre. La personne meurt, OK. Mais vous dites non, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, c'est toujours là qui bloque en fait votre ouverture. Mais c'est pas là-bas qu'il faut chercher à comprendre, c'est ici qu'il faut régler les choses.
Vous devez régler ici. On dit, mais est-ce qu'en réglant ici, les autres vont me voir comme un fou? Même si vous êtes fou, même si on vous considère fou, mais que vous êtes bien, où est le problème? Vous voyez, c'est pour ça que quand vous vivez dans la peur ou l'espoir, de toute façon, les choses, quand elles arrivent, et quand elles n'arrivent pas, elles n'arrivent pas. Il n'y a pas de problème. Et pourquoi vous vous mettez dans la peur? Vous avez peur qu'elles n'arrivent pas? Et si elles n'arrivent pas, c'est quoi le problème? Est-ce que la peur fait arriver les choses? Non. Ni l'espoir. L'espoir ne fait pas arriver quoi que ce soit. C'est juste se rassurer que c'est possible. Et pourquoi on ne se rassure pas que c'est pas possible aussi? Vous voyez, il y a un niveau, en fin de compte, de concept ici, chez nous, qu'on n'arrive pas forcément à lâcher. Là, quand vous avez, on dit souvent, quand vous avez perdu quelqu'un, ben c'est ok. Pourquoi vous voulez qu'elle revienne? Et c'est perdu. Que vous pleurez devant, que vous souriez, que vous faites la fête ou quoi que ce soit, elle ne va pas revenir. C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'on parle de dharma. Dharma dans le sens, il faut accepter la réalité. Accepter les phénomènes qui se manifestent devant vous. Et tant qu'on n'a pas fait cet effort de dire c'est bon, j'accueille ce qui se passe, j'accepte, et je dois lâcher, je ne dois pas garder en moi. Parce que vous pouvez accepter et garder en vous, mais vous allez garder quelque chose qui va vous faire souffrir parce que vous nourrissez de quelque chose qui n'est pas utile pour votre bien-être. Et ça, je pense qu'on en fait ce type d'expérience tous les jours, même des petites expériences, voire des grandes expériences. Parfois, il y a des résultats qui sont dramatiques. Les pays en guerre, les EDF, c'est inacceptable. À notre niveau, oui, mais pas au niveau du karma, pas au niveau de la loi de causalité. À notre niveau, au niveau de notre ego, oui, on n'accepte pas. C'est injuste. On le dit. On tue des enfants, on tue des familles, on tue des innocents, on détruit des villes, on détruit même des vies au niveau nourriture, etc. Bien sûr, à notre niveau, c'est inacceptable. On le conçoit. Mais au niveau de la loi de causalité, c'est complètement normal. C'est parce qu'à notre niveau, comme on trouve que c'est pas normal, c'est pour ça qu'on se met dans nos états de colère, de dire je suis pas d'accord, de haine même. Des fois, on a la haine contre quelqu'un, même qu'on ne le connaît pas, mais on voit ce qu'il fait, on développe de la haine contre lui. On dit, s'il était là, si j'avais un couteau, je l'aurais fait. Oui. Donc, ça, c'est nos postures, mais égocentriques. Parce qu'on n'a pas cette ouverture sur la logique de ce qui est universel. On a notre logique, on a notre justice. On a, en fin de compte, la justice qu'on se donne ici, c'est face à des situations qu'on n'arrive pas à supporter. On trouve injuste. Oui, qu'on ne supporte pas. Que ça dépasse notre limite ici de supporter. Comme je ne supporte pas et que ça, c'est over, en fait, c'est au-delà, et je me mets dans mes états. C'est là où ça déclenche nos états intérieurs, émotionnels. Donc, bien sûr, on fonctionne comme ça, mais il faut voir aussi pourquoi on fonctionne comme ça. Est-ce que c'est juste de fonctionner comme ça? Ce qui se passe, est-ce qu'on arrive à contrôler? Est-ce qu'on arrive à changer déjà? Si je dis que cette personne est en train de détruire toute une population, je dis, je vais me faufiler, je vais me déguiser, et je prends la responsabilité d'enlever sa vie. Si j'ai cette capacité de le faire, mais il faut que je sois responsable de moi, de mon action.
si je veux changer. Mais si je reste ici et que je ne peux rien changer, à part discuter avec les autres, à part de dire non, c'est pas bien, à part de se mettre en colère et se montrer être en colère face à la situation, à part ça, la personne ne changera pas, ce qui se passe, ça ne va pas changer. Au lieu de dire, c'est pas que je suis heureux de voir ça, que j'essaie de comprendre le processus de tout ça. J'essaie d'identifier la logique de tout ça. Mais si j'arrive pas à identifier, à comprendre cette logique, est-ce que c'est la fin de l'histoire ou est-ce que je mets pour l'instant en stand-by et que je continue à vivre jusqu'au moment où peut-être qu'il y a un éclaircissement sur la logique de ce qui se passe. C'est comme ça que les grands maîtres, le Dalai Lama a dit par rapport au Tibet. Nous, de notre perception, c'est atroce, c'est horrible. Il y en a encore qui manifestent pour ça, pour le Tibet. Mais pour le Dalai Lama, c'est complètement logique. Il a dit, au contraire, ne développez pas la haine contre les Chinois. Développez l'amour et la compassion. Vous voyez ? Il fait le contraire de ce que nous, on aurait fait. Parce qu'il a compris. Il a compris grâce à l'histoire, quand il remonte l'histoire entre ces deux pays, il a remonté, il a vu toute la logique de la loi de causalité. Donc pour lui, c'est normal. Mais même quand il le dit aux autres que c'est normal à son peuple ou à ses fidèles, etc., il y en a qui refusent d'écouter, d'accepter cette position. L'amour et la compassion, ce sont les remèdes contre la haine et la vengeance. Ne faites pas le contraire de ce que vos qualités vous disent. Parce que le monde, il tourne dans un sens. Le pratiquant tourne dans l'autre sens. Et c'est ça, remonter le courant, c'est compliqué. C'est plus facile de prendre le courant d'une rivière. Et c'est ce qui est le plus compliqué, je pense, dans la pratique du bouddhisme. C'est parce qu'on fait toujours le contraire des autres. Mais faire le contraire des autres, ça nous permet de mieux cerner les choses. C'est parce qu'en faisant le contraire qu'on va avoir beaucoup d'obstacles. Parce que les autres ne veulent pas nous laisser monter la rivière. C'est pour ça qu'on aura toujours des obstacles. Mais c'est grâce à ces obstacles qu'on avance. Vous voyez, et le sens de la voie du bouddhisme, ou ceux qui prennent refuge, c'est pas je me mets sous la coupelle du Bouddha. Celui qui prend refuge, qui s'ouvre à cette voie, c'est parce que on va vers l'éveil. C'est tout. On aide les autres à s'éveiller, c'est tout. En fait, quand on prend refuge, c'est pour s'ouvrir à cette voie où on va œuvrer, où on va se comprendre, se transformer pour aider les autres aussi à remonter la rivière. C'est le sens qu'on donne au refuge. Et c'est pas le refuge qu'on entend souvent parler, de dire je me mets sous les trois joyaux. Non. La prise de refuge, c'est un pouvoir très authentique, une énergie très authentique en fait, de la pratique. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'oublier. Parce que c'est ce pouvoir, c'est ce noyau, ce joyau qu'on se met ici pour pouvoir éclairer notre chemin. Et rien d'autre. C'est pas simplement pour se dire je suis avec l'étiquette bouddhiste. Souvent on entend j'ai pris refuge donc je suis bouddhiste donc faites attention à moi.
bon, bien sûr, on se surveille dans un sens, on se dit, je suis bouddhiste, donc il faut aussi que je donne une image de moi-même. Avant, je ne l'étais pas, donc je me mettais en colère, je tuais les araignées, je volais les autres. Mais maintenant, quand j'ai pris cette image-là de bouddhiste, ben, je me dis, je me surveille. Je fais plus attention à ce que je fais, hein, vis-à-vis des êtres, vis-à-vis de ce que je dis. Mais ça, c'est que une facette de la prise de refuge. La vraie prise de refuge, c'est cette voie qui va nous emmener vers la sagesse et l'éveil. C'est rien de plus que ça. C'est pour ça qu'il faut se transformer et puis apporter cette transformation possible aux autres et aider les autres à le faire, à remonter le courant. Et bientôt, hein, la prise de refuge, c'est le 8 mars, pour ceux qui veulent venir participer, enfin, juste voir comment ça se passe ou prendre refuge. On utilise l'ego pour se libérer de l'ego. D'accord ? Ça, c'est toute la stratégie et la subtilité du bouddhisme. On utilise des outils qu'on a créés pour se libérer de ces outils. C'est l'ego, en fait, pour le oui. d'une certaine façon. On dit, bah, ok, j'ai l'ego, ok. Mais je vais agir. Je vais agir de telle sorte que je vais l'effacer sans qu'il le sache. Hein? Vous voyez ? C'est ça. C'est comme quand vous donnez et vous voulez rien en retour. Voilà. Vous effacez l'ego. Quand vous donnez, vous attendez rien, il n'y a pas d'ego qui veut quelque chose en retour. Vous voyez, c'est des stratégies comme ça. Et dans le bouddhisme, on a beaucoup d'outils très subtils pour effacer petit à petit. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de chercher où est-ce qu'il est, je l'attrape et je le démonte. Vous voyez ? C'est pas comme ça. On ne doit pas pratiquer comme ça et jamais on va réussir. On sait qu'on doit reconnaître, bah, là, je suis égoïste, je pense à moi. Voilà, ça c'est mon plat, tu touches pas à mon plat, c'est à moi, c'est ma pratique, c'est voilà. Très bien, vous reconnaissez, mais vous en faites rien. Et c'est toute la stratégie de cette forme de pratique. On met l'ego en place. On voit comment il fonctionne sur la voie du bouddhisme, sur la voie de la pratique. Hein. Mais on ne fait pas attention. On lâche. C'est comme quelqu'un qui a peur d'inviter une personne chez lui. Ben voilà, la peur hein, de projeter, qu'est-ce qui va se passer, etc. La peur. Eh ben, on doit voir l'ego à ce moment-là. Hein, l'ego dit ça, fonctionne comme ça, raisonne comme ça, bloque comme ça. Ok. Mais est-ce que c'est le chemin de la libération ? Est-ce que c'est le chemin pour se libérer, voilà, de la souffrance ? Voilà, on se pose ces questions, puis on remarque tout de suite que c'est pas la bonne manière de fonctionner. Si c'est pas la bonne manière de fonctionner, ben on se corrige à ce moment-là. On dit, ah, là j'ai fait une erreur de perception, une erreur de raisonnement, une erreur en développant de la peur ou du stress, etc. Ouais, c'est comme ça qu'on progresse. Mais on doit observer tout ça. L'ego, lui, il est très subtil, il est très vicieux. Hein. Quand il a dit c'est comme ça, eh ben vous dites ok, c'est comme ça. Sans pitié, quoi. L'ego, c'est un poids. Comme si on va représenter le sable dedans. On pique le sac, les grains de sable tombent et on s'élève. Peut-être comme un ballon, hein, c'est cette image-là. Hein. C'est pour ça qu'il nous manque surtout, en fait, la sagesse. C'est ça qui nous manque chez nous. Vous voyez, quand vous dites « je fais du bien » ou « je fais du mal » par rapport à la loi du karma, faire du bien, vous savez ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire faire du bien ?
Qu'est-ce que ça veut dire faire du mal? Celui qui aime bien être frappé, vous le frappez, il aime bien, donc vous faites du bien. Vous voyez, parce qu'il aime bien. Il faut bien identifier. Hein? Et c'est ça aussi qui nous manque, c'est cette sagesse-là qui nous manque. Hein? Donc, quand on apprend quelque chose, il faut apprendre de manière juste et pas de manière interprétée. Parce que l'ego, il se dissimule derrière, il va dire bah, tu dois comprendre comme ça. Donc c'est pour ça que le karma est un thème qui est très très compliqué à aborder. Le niveau simple du karma, c'est action, condition, réaction. En fait, ça fait le tout. Mais ça, c'est ce qu'on a compris dans la logique, de manière simpliste. Mais vous voyez bien, vous faites du bien à quelqu'un et vous recevez de cette personne que des mauvaises choses. Où est la logique du karma dedans? C'est pour ça que quand on parle du karma, et si on veut approfondir, arriver à aborder vraiment le fond de ce thème, c'est très très complexe. Pour nous, c'est de manière très simple. Tu fais ça, tu auras ça. Tu dis ça, tu vas te réincarner comme ça, renaître dans ce monde-là. Ça, c'est de manière simpliste. Mais si on regarde, il y a toutes des ramifications, toutes des subtilités au niveau du karma. On peut mal agir et ne jamais avoir de fruits. Ça arrive aussi. Donc, des fois, on ne comprend pas tout le processus. Donc, identifier et comprendre cette loi-là, il faut beaucoup de lumière dedans. Beaucoup de lumière pour éclairer, en fait, là, toutes les subtilités de cette loi. Donc, c'est pour ça qu'on n'aborde pas directement, en fait, le karma dans les enseignements, parce que c'est très compliqué dans la logique, en fait, de son fonctionnement. Donc ça, voilà, c'est pour juste vous dire que, pour revenir sur les 8 dharmas mondains, qu'il faut les identifier dans votre vie et de voir quelle position, la position de vos propres schémas, et la position s'il n'y avait pas ces schémas. Vous voyez, s'il n'y avait pas ces schémas, comment vous allez faire? En fait, c'est toute la base d'identification, de discernement pour éclairer petit à petit ces états-là. Oui. Est-ce que le karma est une fatalité en soi? Non. Non, et c'est ça qui est compliqué à accepter. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de destin. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre. En fait, il n'y a rien. Il y a juste un élément qui déclenche. Or, quand je parle d'un élément qui déclenche le karma, c'est un élément en fait lié au mental. On dit il y a une ouverture d'idées. D'accord? Il y a une ouverture d'idées. Et dans cette ouverture d'idées, il y a une action de l'intention. En fait, il y a une intention. Il y a une idée, il n'y a pas encore le karma. L'intention qui prend l'idée et qui va construire, vous voyez, l'intention. Là, le karma s'active. D'accord? Quand le karma s'active, il peut activer aussi la parole et le physique. Donc, quand il y a l'intention, la parole qui est en train de partir, le physique qui est en train de s'agiter, vous avez les 3 niveaux de karma qui se développent. Quand vous avez les 3 niveaux, c'est le package. C'est la totale. Là, je ne dirais pas que c'est fini pour vous. Je dirais, vous allez recevoir le package à nouveau. D'accord? Si
il y a des niveaux qui se ferment, c'est-à-dire qui ne s'activent pas, eh bien, il y a le karma lié à l'intention. Donc, il faut surveiller. C'est pour ça que quand on surveille. Alors, le physique, c'est plus simple à contrôler. Ah, vous êtes en colère, vous n'allez pas tout de suite frapper la personne. C'est un contrôle du physique. Vous êtes en colère, parfois la parole, ça part tout de suite. Parfois, il y a un peu de retenue. Donc, vous pourrez aussi contrôler la parole. D'accord ? Donc, vous avez deux niveaux où c'est plus simple de contrôler, mais pas à ce niveau. Quand vous avez un état émotionnel très négatif, très puissant, l'intention est directe. Donc, surveiller, si vous surveillez évidemment le corps et la parole, mais aussi être vigilant sur ce qui se passe ici. Vous avez peut-être l'idée, mais pas l'intention. Oui, c'est ça. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, mais ça ne part pas. Voilà. Donc si vous arrivez à poser l'attention là où il faut, vous dites « Ouf, j'ai pas pris le package. » Voilà. D'accord ? Donc, enfin, le karma s'applique uniquement pour les êtres vivants, pas sur les objets. Faites tomber le trépied, là, avec le téléphone. Bon, ça va tomber. Ah, il a un mauvais karma, le trépied. Non. Il dira, c'est la loi de causalité. Action, réaction. La loi de causalité englobe la loi du karma. Mais la loi du karma s'applique que pour les êtres vivants. C'est-à-dire, il y a une conscience. Ça s'applique que quand il y a une conscience. Là, il n'y a pas de conscience au niveau de l'objet. Est-ce que vous voyez cette différence ? Donc, quand vous générez réellement le karma, c'est que vous êtes rentré dans une habitude d'intention et d'action. Et là, le karma, on va dire, il est établi. Quand il est établi, ça veut dire qu'il y a des fruits derrière. Et quand il y a des fruits, on pourrait dire dans un sens que c'est le destin. C'est prédestiné, si vous voulez. Mais en fait, il n'y a pas de prédestiné. Quand vous plantez un pommier, vous n'allez pas dire les pommes, c'est prédestiné. C'est comme ça, c'est de la logique. Donc, quand vous comprenez le karma, il ne faut pas le comprendre pour le futur. Il faut le comprendre pour le présent. C'est-à-dire ce que vous faites. Ce qui se passe là, là et là. Si vous voulez comprendre la loi du karma. C'est pour ça on dit toujours l'homme non sage a peur des résultats des graines. Et l'homme qui est sage a peur du type de graines qu'il plante. C'est une loi de causalité qui est liée à une action-réaction à ce niveau. Voilà. C'est pas pour différencier la loi de causalité, parce que ça fait partie de la loi de causalité. Mais c'est juste pour dire, il y a un niveau qu'on a oublié, c'est ici. C'est pour ça que dans notre monde, la justice se fait pas à ce niveau. Parfois, se fait par rapport à l'action. Et après, on cherche les raisons, si c'est prémédité. Vous voyez, il y a méditation dedans, mais c'est prémédité. Pour dire, lui, il a bien préparé intérieurement. Mais voilà, mais l'action, parfois, pèse beaucoup plus lourd que ça. Celui qui a l'intention de tuer, mais qui dit à personne, il ne va pas aller en prison par rapport à une personne qui tue et qui n'avait pas l'intention. Vous voyez ? Mais dans le bouddhisme, on dit que ce niveau, c'est le plus lourd. C'est pour ça une personne qui écrase une fourmi sans avoir l'intention d'écraser la fourmi, il n'y a pas de karma. Il y a juste une loi de causalité, action-réaction, c'est tout. Mais il n'y aura pas de souffrance liée à cette action. Tandis que si c'est lié à ce moment-là, à ce niveau, il y aura
un fruit lié à ce niveau. Et c'est pour ça qu'on peut être physiquement en bonne santé et souffrir à ce niveau. C'est parce qu'on n'a pas agi avec le physique, on avait agi avec ce niveau-là. Et vous voyez, des fois on a une mauvaise compréhension de la logique de ce qui se passe. Le Bouddha, quand il a construit ses enseignements, il a construit sur cette base de la loi de causalité. Mais il y a des moments où il va beaucoup plus loin que ça pour qu'on puisse comprendre la subtilité de cette loi. Mais c'est tout. Donc je pense qu'on n'a pas besoin vraiment, nous, de comprendre tout ça. On a juste besoin de savoir ce qui se passe là, ce qui se passe là et ce qui se passe ici. C'est tout. Et de surveiller. C'est pour ça que les préceptes qu'on intègre dans nos pratiques sont des préceptes pour discipliner notre intérieur. C'est tout. Quand on discipline notre intérieur, on ne va pas agir pour le mal des êtres. Après, si on a des dettes, ça c'est normal et logique. Donc il ne faut pas avoir peur des dettes karmiques. On doit rembourser, ça fait partie de l'aventure qu'on a créée. Il ne faut jamais avoir peur des fruits. Il faut toujours être heureux d'avoir payé nos dettes. Être heureux. À chaque fois que vous aurez payé vos dettes, ben vous êtes un peu plus léger. Chaque mois, quand vous payez votre crédit, combien il reste encore? Vous voyez, c'est pareil, en fait, mais c'est intérieur ici. Si vous dites, j'ai payé 1 point de plus pour mon évolution. Mais tant que vous voyez le karma comme quelque chose qui vous fait peur, vous n'allez jamais progresser. Quand on parle de karma, tout le monde se cache. Parce qu'on voit toujours le mauvais côté, le mauvais karma. Mais non, au contraire. On doit éliminer tout ce qu'on a généré de mauvais. C'est pour ça qu'on doit prendre conscience des résultats qui nous arrivent, des fruits qui tombent chez nous, pour être heureux de dire aujourd'hui j'ai encore mangé un mauvais fruit. Comme ça, il n'y aura plus de mauvais fruits. Vous avez fait des choses mauvaises, comment vous voulez vous en sortir comme ça? Non, c'est pas la logique. Il faut être fort. C'est ça qu'on a besoin. Fort, persévérant, compréhensif, courageux. Voilà. Bon. Voilà, donc on va faire la dédicace pour tous les êtres et pour vous, vos familles, vos proches. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Merci. Que du bien-être pour vous. Merci.